Hermite, j'ai travaillé avec Thierry Collec également sur cette correction radiométrique qui a pour vocation d'être intégrée dans un Tiling justement, à savoir donc Gamanov RTC, qui est une application qui sera basée sur DiapoTB notamment. Alors, je découvre les outils. Pardon. Voilà un petit peu l'aperçu de ce qu'on cherche à faire. Donc on a l'image Betanov calibrée de native et on cherche à la corriger. Donc ça, ce sont des images générées par le logiciel en utilisant notamment cette image que l'on va générer également. Les autres images générées étant celles-ci. Je vais y revenir dans quelques instants. Je vais vérifier. Donc je vous propose un plan en 4 parties. Une première partie un peu théorique où je vais expliquer pourquoi on fait cette correction radiométrique, en quoi elle consiste, puis expliciter l'implémentation que nous avons pu faire à base donc de DiapoTB, valider ce travail et éventuellement faire une conclusion et les perspectives à venir de cette application. Donc c'est une application qui est basée sur la publication, je pense, bien connue du milieu de David Small, qui date de 2011. Donc là, vous voyez le nom, Flattening Gamma. Flattening Gamma, donc l'objectif, c'est tout simplement d'implémenter cette publication dans l'environnement OTB, en utilisant les outils notamment de DiapoTB. Alors, pourquoi faisons-nous cette correction ? L'idée, c'est de parler de calibration native, Betanov. Donc la calibration, ça consiste à représenter avec des données physiques les données numériques des images SAR, estimer ce qu'on appelle le backscattering, le ratio de puissance de chaque élément de la scène, en aplatissant, donc le verbe flatten, aplatissant les variations radiométriques, notamment qui sont dues au relief, utiliser un DEM pour annuler les distorsions géométriques, aller plus loin en termes de correction que des corrections classiques bien connues qui consistent à utiliser les incident angles, les angles d'incidence, comme facteur multiplicatif pour venir corriger les images. Donc, par exemple, Norlim, qui est un module que nous avons aussi développé. Thierry n'en a pas parlé, mais lui qui a travaillé sur ce module notamment. Et du coup, produire une nouvelle image calibrée, qui ne sera pas du coup bêta 0, mais plutôt gamma 0 RTC. L'image que je vous ai montrée du coup au début. Et par là même, induire un certain nombre d'améliorations au niveau des post-traitements, certainement que vous utilisez. Par exemple, la co-registration, on va essayer de comparer des images du coup, qui seront stabilisées en termes de radiométrie, ou sur de la classification, puisqu'on aura des zones dans les images qui vont se ressembler plus fidèlement que précédemment, vu que le signal est pollué par des variations radiométriques, parasites, liées au layover, liées à tous ces phénomènes physiques qu'on va aplatir et annuler du coup. Donc, comment ça marche ? Donc, j'ai essayé de faire des choses assez simples pour vous expliquer rapidement le concept. Donc, il y a un concept de normalisation de notre image backscatter bêta par une image d'air dite A gamma. Et on obtient du coup l'image que l'on recherche, gamma 0 RTC. Cette normalisation qui est exprimée ici, elle est intéressante en fait parce qu'elle se veut supérieure en fait à la méthode par angle d'incidence, vu qu'elle inclut dans sa modélisation déjà l'angle d'incidence ici. Elle fait intervenir une aire à gamma qui est dans la direction d'observation du radar. Et cette aire à gamma, elle va être obtenue en fait
en projetant la surface MNT, donc il y a une notion de MNT qui est induite aussi à l'intérieur, sur cette surface. Donc on a tous les aspects qui sont inclus dans cette méthode de normalisation. Et du coup, il nous reste à estimer. Donc A gamma, on va le calculer. Je vais y revenir. Et bêta, il nous est donné en fait par la calibration native, bêta 0, qui est égal à bêta sur A bêta. A bêta étant le produit des résolutions de notre capteur. Donc en gros, c'est un facteur multiplicatif. Et d'où l'idée, en fait, c'est de prendre l'image de calibration native et de la diviser par l'image à gamma pour faire la correction. Et on obtiendra une nouvelle image corrigée. Voilà, sur ce schéma, on a une vision un peu plus peut-être physique et réaliste de ce qui se passe. Je vous compare en fait la version avec ellipsoïde qui est ici. Donc là, on a une image GRD typiquement, où donc du coup au sol, on a les pixels de l'image. Et si on prend le centre d'un pixel, qu'on prend la direction SP, on a le plan gamma ici qui va correspondre à la projection de cette surface sur ce plan. Donc ce qu'on va appeler l'aire A gamma ellipsoïde du coup. Pour la partie RTC qui nous intéresse, on va remplacer du coup l'ellipsoïde par un DEM. Et donc on va venir calculer l'aire A gamma qui correspond à la projection de cette portion de DEM sur ce plan A gamma, défini par la direction également SP. Cette fois-ci, P étant défini de façon générique comme le point moyen des coordonnées cartésiennes de la surface vue par le radar entre ces deux instants d'acquisition. Pour calculer cette aire à gamma, du coup, on utilise un MNT qu'on va modéliser en facette rectangulaire, que l'on a ici, que l'on va subdiviser en deux triangles. Et on va projeter ces deux triangles, du coup, sur notre plan dit le slant range plan, défini par la direction SP de tout à l'heure. Et une fois qu'on a ces deux triangles projetés, on n'a plus qu'à sommer leurs aires pour obtenir, pour toutes les facettes vues par le pixel radar, ben, l'aire cumulée totale qui va correspondre à la position ligne-colonne de l'image à gamma qu'on est en train de construire. Voilà pour ce moment théorique. Donc, maintenant, juste un slide d'introduction pour restituer un petit peu le cadre de ce travail. Il a débuté en avril dernier, avec une phase de développement jusqu'en septembre, à peu près. Puis, depuis octobre dernier, une phase de validation qui est en cours. On s'appuie sur DiapoTB, donc, comme je l'ai dit. On a créé un projet pour l'instant privé dans la Orfeo Toolbox qui s'appelle Gamma 0 RTC. Et on a utilisé un produit de façon commune avec Luc au-dessus du Congo. Thierry vous en a parlé aussi, qui est celui-ci, pour le développement notamment. Et l'idée, c'est de créer une application qui soit standalone, uniquement dépendante d'OTB, et qui après s'exécute facilement à l'aide d'un script Python pour générer cette image gamma RTC depuis n'importe quelle image S1, qu'elle soit GRD ou SLC, DEM également, et de l'orthorectifier au final dans S2. Le but étant en fait de calibrer les images S2 en RTC à la fin. Donc le design de l'application, il fait beaucoup penser à S1 Tiling, à savoir des applications C++ qui ont été développées. Elles héritent donc de DiapoTB, donc avec le multithreading, les avantages d'OTB, les bindings Python, que l'on va ensuite chaîner dans un pipeline,
que l'on peut rejouer depuis n'importe quel point, grâce à des options from et up to, en donnant le nom de l'application, de l'étape que l'on veut rejouer. On peut désactiver les étapes que l'on souhaite avec des tirs et no, le nom de l'étape. Et on peut soit faire de l'enchaînage mémoire, soit l'annuler pour générer les résultats intermédiaires que l'on pourrait vouloir exploiter. Et activer ou non les options de streaming et de RAM, et définir la RAM pour les applications. En termes de documentation, donc, il y a cette présentation qui peut en faire office. Et au niveau du logiciel, pour l'instant, le README qui est inclus dans le projet sous GitLab. Et au niveau des tests, le script principal qui enchaîne les applications et qui va me servir de moyen pour toutes les images que j'ai incluses dans la présentation. Donc voilà le pipeline. Donc 13 applications en tout. Donc je vais les prendre dans l'ordre. On voit qu'elles s'appuient sur des choses que vous connaissez certainement. Voilà, il y a bon, ça c'est du Python hein, pour le VRT. Du resampling. Le OTB-SAR calibration, ça je pense que tout le monde connaît. L'orthorectification. Je vais vous expliquer du coup l'enchaînement. Donc pour le VRT, c'est des choses que d'autres ont déjà dit avant. On va essayer de calculer l'intersection de la tuile S1 qu'on veut traiter avec les tuiles du DM et concaténer les tuiles correspondantes du DM pour former un VRT, qui va être notre DEM de travail. Ensuite, une fois qu'on a ce DEM, on va le resampler par défaut d'un facteur 2, étant donné qu'on va raisonner après en facette, donc on va perdre en résolution d'un facteur 2. Donc du coup, on compense dès le départ pour retomber sur nos pattes plus tard. Donc on voit, je ne sais pas si vous voyez le résultat, où on voit effectivement que les pixels sont plus petits une fois resamplés. Bon. Il faut prendre du temps, mais je pense que ça doit se voir. Ensuite, la troisième étape, donc importante, c'est l'étape basée sur le DEM projection de DAPOTB. Donc, il va permettre de faire les correspondances entre l'image radar et le DEM. Donc, en utilisant les GCP qui sont inclus dans les produits et les modèles RPC qu'on va chercher à estimer, pour générer du coup une image de dimension 7, dont vous voyez les sorties juste affichées, et qui va nous présenter du coup à quelle ligne colonne correspond le point sur le MNT. De façon optionnelle, on a une image de shadow qui peut aussi être générée, uniquement dans le cas où on va travailler en mode alternate, j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Sinon, ces ombres sont calculées à la volée dans les modules qui vont suivre. Mais c'est intéressant de l'avoir aussi en externe, si jamais l'algo de shadow a été calculé de façon externe. Et on peut l'utiliser du coup. L'étape XYZ, donc, ça va permettre de définir le point P, qui va nous servir de direction au plan normal. Donc on va chercher à calculer la moyenne des facettes, la moyenne des coordonnées cartésiennes appartenant aux facettes vues par un pixel donné de l'image SAR. Donc on calcule l'intersection entre la ligne de l'image SAR qu'on l'on cherche à construire et le MNT. Donc ça, on a ces intersections-là aussi qui sont données par l'étape de projection précédente. Et on affecte du coup à chaque pixel de l'image SAR la moyenne cartésienne des coordonnées vues intersectées au niveau du MNT. Une fois qu'on a cette image XYZ, donc de la géométrie SAR, on a donc avec la position de l'antenne la possibilité de définir la normale au plan gamma, donc d'avoir son équation, de pouvoir du coup en mode normal comme en mode alternate projeter les facettes de notre MNT dessus et calculer les aires.
Dans le cas où la résolution du MNT elle est faible, on va avoir une tâche en fait, qui va être projetée dans le plan radar. Et l'aire du coup d'un pixel va être donné par l'aire de la tâche divisé par le nombre de pixels. Donc l'aire qu'on aura projeté divisé par le nombre de pixels. Dans le mode alternate, alors, juste avant d'en parler, il y a un mode distribution aussi qui est évoqué dans la publication de David Small, où on vient distribuer l'aire projetée sur les voisins de façon fractionnaire. Ceci a également été implémenté. Et dans le cas particulier où on a un MNT de faible résolution, ce qui surpasse un peu la publication de Small initialement, puisque Small indique que son algorithme fonctionne essentiellement quand les MNT sont de très forte résolution. On va distribuer du coup les aires sur tous les pixels qui constituent le contour de la facette projetée, et non pas simplement par rapport au centre de la facette. Je vais y revenir plus tard. Le mode alternate, lui, justement, correspond simplement à la version de Small, où on va projeter pour chaque facette le centre et distribuer autour de ce centre dans l'image directement. Voilà. Et on peut également utiliser des facteurs de multilooking pour changer la résolution de notre image, notre image gamma, si on le souhaite. Donc voilà l'image gamma qui est générée avec le DEM Copernicus à 30 mètres sur la vue Congo dont je vous parlais tout à l'heure. Quelques slides du coup pour expliquer cette histoire de distribution. Donc là on est dans un cas où justement on n'appliquons pas de resampling du MNT, c'est-à-dire l'étape numéro 2. Et donc on perd en résolution au moment du calcul de l'aire gamma. Ce qui donne du coup cette image un peu texturée que l'on a en mode distribué, puisque vous voyez la résolution en fait étant faible du MNT, on a les fameuses tâches dont je parlais tout à l'heure. Et l'idée de la distribution, c'est d'avoir les valeurs de l'aire qui sont au milieu de la tâche, qui sont les mêmes entre le mode normal et le mode distribué, comme vous pouvez le voir ici, et autour de ce pixel, d'avoir en fait les pixels qui sont autour avec la valeur fractionnaire qui a été appliquée. Du coup, c'est pour ça qu'on a ces sortes de treillis à très basse résolution qui vont disparaître plus la résolution du MNT va augmenter. Donc justement, là, on est dans un cas où on réapplique le facteur x2, donc le cas nominal. Donc on voit que ça commence à disparaître, la résolution du MNT ayant augmenté, x4, et j'ai le x8 qui est en préparation, mais je ne l'ai pas inséré encore. Et ça, c'est la version avec multilooking, x5, donc on voit qu'on a des pixels plus gros et qui contiennent une quantité d'air du coup plus importante, puisqu'on a cumulé plus de facettes dans un plus gros pixel. Quelques slides très rapidement sur la version filtrée qui ne projette que le centre des facettes. Donc là, on voit la projection du centre de la facette. Donc c'est un point tout simplement. Et ici, sa version distribuée. Donc on a au centre le même point qu'au-dessus. Et sur les 4 coins qui l'entourent, on a des fractions de l'air qui ont été distribuées. Et pareil, si on augmente la résolution du MNT, on va avoir un rapprochement de ces projections et de la version distribuée pour petit à petit reformer l'image de sortie qui va nous intéresser. Donc ça, c'est un mode qui est très intéressant en mode debug. Je l'avais inscrit sur les slides précédents. Quand on est à très basse résolution, puisque là, il n'y a pas d'intérêt à faire ce genre de choses, plus on va augmenter en résolution, et plus en fait, on va se rapprocher de ce qui va se passer dans la vraie vie. Le mode multilook. Donc, on va chercher à multilooker l'image d'entrée
Si on a utilisé des facteurs de multilooking pour l'image gamma, pour pouvoir être compatible, auquel cas on met à jour la calibration à travers le paramètre, le fichier Geom généré par OTB, pour que tout soit compatible. On génère l'image de calibration native, donc ça c'est l'image originelle, calibrée. Et une fois qu'on a cette image native, on la divise par l'image gamma et on obtient la correction. Donc on a ici le mode à multilooking nul, enfin, sans multilooking. On a vu disparaître en fait les informations de surface qu'il y avait. Alors bêta c'est ici là par exemple toutes ces parties granuleuses, etc. Elles ont été aplaties. Elles ont été aplaties, voilà. Et plus on augmente en fait le facteur de multilooking, plus on voit en fait que la correction est moins fine, moins importante. C'est bon. Donc pour montrer effectivement que si on applique du multilooking, l'effet du flatness est moins important, ce qui est normal. Voilà. Et pour l'orthorectification finale, en fait, on va resampler, on va remettre à la résolution de l'image d'entrée nos images du même facteur de multilooking que l'on a utilisé dans le cas où on utilise justement du multilooking. Ce qui va être le cas, vous allez le voir, pour la validation. Et voici donc l'orthorectification, l'étape finale, pour la tuile 33 NWB, où on voit, pour l'image, donc j'orthorectifie les trois images principales générées, l'image d'air, l'image Betanov et l'image corrigée. Donc, pour la validation, qui a commencé en octobre dernier, l'idée c'est de partir des corrections faites par le site par la NASA via le site de l'ASF. C'est une correction qui a utilisé Snap à la base, donc indirectement on va essayer de se comparer à Snap. Et j'ai utilisé du coup trois produits. Celui de Toulouse, vous avez vu dans le slide numéro 2, mais aussi l'Utah et le Michigan, sur les DEM Copernicus et SRTM à 30 mètres. Et donc l'idée, c'est de comparer les images orthorectifiées par ASF et les nôtres, et de regarder un petit peu ce qu'on a. Donc, du coup, je vous ai parlé de multilooking, parce qu'ASF ne fournit pas des images à la résolution du produit, mais plutôt proche de la résolution du MNT, qui est à 30 mètres. Du coup, il faut ramener en interne nos calculs à cette résolution. Alors, il se trouve que c'est plus un facteur 5 que ASF utilise, plutôt que 3. Donc, on va appliquer dans nos traitements un facteur x5 au niveau du multilooking. Donc, les étapes du multilooking sont activées, les étapes de resampling également, automatiquement. Donc c'est sur le DEM Copernicus, pas d'option de DEM matching d'activer, à savoir que pour recaler les résultats, on peut utiliser le DEM avec les orbites, je pense, pour améliorer en fait, pour améliorer les résultats. Donc là c'est du brut, de manière à ce que ça matche avec ce que moi j'ai fait. Les images ortho sont à 30 mètres du coup, donc nous aussi on va les orthorectifier à 30 mètres. Et donc on peut observer sur cette image qu'on n'a pas de shift spatial déjà. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a ma tuile orthorectifiée qui est par ici. On le verra peut-être. Donc c'est déjà, les radiométries sont assez équivalentes, on ne voit pas la différence. Donc ça, et il n'y a pas de shift non plus, donc géométrique. Si on zoome un petit peu pour voir ce qui se passe de plus près et qu'on cherche à comparer, on voit qu'on a des résultats en première analyse visuelle qui se ressemblent. Moi, je suis assez content de cette image. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Si on fait du picking, on se rendra compte qu'il y a quelques écarts. Mais visuellement, déjà, on est proche de quelque chose auquel on pourrait s'attendre. Donc ça, c'est pour l'air gamma. Pour la radiométrie, image corrigée, même contexte d'acquisition. Là, cette fois-ci, vous voyez la tuile S2
par-dessus. Donc pareil, il n'y a pas d'écart particulier, les choses sont bien calées. Par contre, on voit ici, avec un multi-looking x5, qu'on a des différences, même si quand même, globalement, on sera, par rapport à l'image bêta 0 d'origine, on a quand même bien amélioré les choses. Et donc on peut présupposer, il faut étudier l'idée aussi que, comme le dit David Small dans sa publication, un facteur de calibration K-gamma peut être appliqué sur l'image finale. Donc la correction est toujours vraie à un facteur multiplicatif près. Ce que l'on va vérifier sur l'UTA, donc pareil, une superposition bonne au niveau spatial. La comparaison des images gamma sont encore satisfaisantes, même si au niveau des ombres, enfin, au niveau de la clarté des choses, il y a une petite différence, mais on est quand même sur des dynamiques. Enfin, les résultats sont comparables quand même. Voyons de la radiométrie. Voilà, donc j'ai zoomé également sur un petit îlot montagneux. Où on voit qu'on est. Alors je ne sais pas lequel des deux est le plus. Et le meilleur dans ce cas-là. J'ai envie de dire le nôtre est plus uniforme. Pareil avec cette explication liée potentiellement à un facteur de calibration. Et le Michigan, donc là on est sur pareil, quelque chose d'un peu plus plat, mais avec des variations au niveau de l'eau. La comparaison gamma, area. Et au niveau radiométrique, du coup, on est pas mal. On a des choses qui se ressemblent. Donc l'idée, c'est que cette implémentation, elle fait ce qu'on veut, elle corrige bien les images calibrées natives, que l'effet du flattening, l'effet de l'aplatissage va dépendre du multilooking, notamment, et de ce facteur du facteur de calibration K-gamma. Les perspectives, du coup, c'est d'étudier un peu plus ces effets liés à ces deux facteurs. Au niveau de la shadow image, c'est un travail que je suis en train de mener. Apparemment, a priori, l'incidence angle n'a pas été prise en compte dans le calcul. Donc, je suis en train de voir si on peut l'améliorer également en rajoutant ce paramètre. L'orthorectification aussi des images SLC à être fixée. Pour l'instant, je n'ai pas ces images. Je pense qu'il y a un problème de paramétrage. Je verrai avec les équipes OTB pourquoi ils ne m'orthorectifient pas bien l'image SLC produite, qui est là, enfin, qui sont là en fait. Vous avez la correction. Et l'idée ensuite, c'est d'orthorectifier en fait toutes les étapes géométriques pour pouvoir ne les faire qu'une seule fois et ne calibrer et ne faire que les dernières étapes et gagner du coup énormément en temps de calcul et matcher avec le design d'Ensign Tiling, ce qui va permettre du coup l'intégration de ce module dans Ensign Tiling, qui est la finalité. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, en termes de temps de calcul, comment ça se passait si on comparait à une calibration plus classique? Alors ça va dépendre des scènes. De ce que j'ai observé dans le mode nominal, on peut espérer entre 5 et 30 minutes. Donc on a des variations, il faudrait faire une étude statistique mais on est autour des 30 minutes à peu près dans les calons. Et en fonction de la résolution du DEM, après ça peut monter, quoi. Mais je trouve que c'est quand même pas mal quand on compare au temps de process du site ASF, parce qu'on lance les calculs online et on est dans les clous, on est bien. Merci. Et enfin, du coup, pour rester dans le domaine de performance, c'est quelle application qui prend le plus de temps? C'est les applications au moment X, Y, Z. Ouais, projection. Non, l'application.
Oui, enfin, l'application, oui, d'accord. L'application projection, c'est l'application DEM, donc c'est la SAR DEM projection de DiapoTP. Celle-là, elle est plutôt rapide. Hein. Oui, c'est point par point sur le DEM, donc c'est sûr que quand tu es à 30 mètres, tu n'as pas énormément de... C'est plutôt les étapes de calcul de l'image X, Y, Z et de calcul de l'image gamma qui peuvent prendre plus de temps. Et c'est fonction de plusieurs choses, du streaming, de la densité altimétrique de l'image à traiter. Je vous dis, ça peut varier de 5 minutes. Enfin, le traitement il dure 2 minutes sur les images Congo. Là. Sans le streaming, ça prend 2 minutes de calculer l'image gamma. L'image gamma seule, l'image X, Y, Z seule. Donc c'est très très rapide. Okay. C'est surtout ces étapes-là qui sont longues. Et l'idée, c'est de les orthorectifier, de les faire qu'une fois. Comme ça, quand on a une tuile qui va être à peu près voisine d'un traitement qu'on a déjà fait, okay. En orthorectifié, on n'a plus qu'à faire la partie radiométrique finale. Ouais, tu considères que tes X, Y, Z sont fixés au niveau sol et on va essayer de tester, oui, normalement les petites erreurs de décalage de tuiles vont s'annuler puisqu'on sera en orthorectifié. Et ça va nous permettre d'être compatible avec l'architecture descent tiling et de s'intégrer directement dedans. Okay. D'autres questions? Merci à tous.